Bon, moi, j'aurais bien aimé poser une question. Pourquoi vous avez choisi SharePoint? Mais le temps des questions-réponses étant fini, on n'aura peut-être pas la... Non, très bon choix. Je pense que pendant que Zirieb parlait, il y a eu énormément de sujets abordés, dont le community management, voire le management 2.0, comme on pourrait l'appeler. Est-ce que c'est finalement pas tous les managers qui devraient s'y mettre? En tout cas, ça amène à penser qu'il faut repenser ça. Quid des processus et management? Et là, je vais laisser la parole à Richard Collin de Next Modernity qui nous rejoint sur scène et je vais passer tes slides et je te donne le contrôle absolu. Merci. Bonjour à vous et merci de m'accueillir. J'ai un peu le rhume, alors vous me pardonnerez. Puis ça fait quand même 2h30 qu'on est assis. Et on va d'abord faire du réseau social. Alors on va se dégourdir les jambes. Vous vous levez et vous allez saluer les 3 personnes qui sont autour de vous et vous lui dites bonjour et vous lui dites qui vous êtes. Voilà, ok? Comme ça nous permet de nous dégourdir pendant 2 minutes et ça permet de faire du vrai réseau social. Voilà. Bien. Si vous avez envie, vous asseyez. Alors, on s'assoit, puis on ne s'assoit pas tous ensemble. Voilà. On commence à découvrir une première chose à propos du réseau social qui est important, qui est à propos de la sociabilité en quelque sorte. C'est qu'il faut des règles, c'est-à-dire qu'on définit des règles, on se régule. Et la régulation, ça se négocie aussi la règle. D'ailleurs, quand Zirieb, je ne vais pas poser la question, je la poserai après, mais il y a un côté schizophrénique dans Plaza. Il y a à la fois, on dit, il y a Plaza, c'est la grande liberté, puis à côté, il y a les communautés de business, je dirais, voilà. Alors, je ne sais pas comment ils gèrent leur schizophrénie, mais enfin, ça va être intéressant, un vrai sujet. Bien, 2 mots sur d'où je vous parle. Je n'ai pas mis ma fiche LinkedIn, j'ai mis mon nuage de tags, on pourrait cliquer dessus. 2 choses. Je parle d'abord parce que je suis effectivement à Next Modernity. Avant, je vais vous dire un peu 2 mots sur un institut qui est celui de l'entreprise. Je suis professeur à Grenoble École Management. Vous savez, c'est une des écoles françaises de province qui tient un peu la route, qui est basée sur un biotope, technologie, innovation et management. Et je tiens un institut d'entreprise 2.0, et dans lequel on réfléchit, on fait beaucoup de choses. Dans quelques semaines, même à la fin du mois, vous allez avoir une bonne surprise. Vous allez certainement être sollicité pour faire 2-3 choses qu'on conduit avec mon ami Nicolas Roland, qui est chercheur associé dans la chaire, qui est aussi patron du programme Danone 2.0 et directeur de la prospective sociale du groupe. Et on est en train de montrer une chaire, j'en ai déjà une sur travail collaboratif et efficacité collective, et une autre maintenant qui vient sur social business. Je fais un clin d'œil à Microsoft sur cette chaire d'ailleurs, voilà, parce que il y a quelques années, il y a 4 ans, je relisais ça avant, j'avais dirigé un petit ouvrage qui s'appelle Petit précis d'efficacité collective, travailler autrement, vous avez peut-être vu ça, et c'est toujours valide. Et puis je suis directeur associé de Next Modernity, qui est une ex-entreprise, on appelle ça. Et notre métier, c'est d'accompagner les entreprises, j'irais dans la découverte, dans le design et dans la mise en œuvre de ce que nous appelons la Next Entreprise. Pour nous, c'est l'entreprise 2.0, c'est quoi? C'est le nouveau modèle d'entreprise. C'est la nouvelle version. Le 2.0, c'est ça que ça veut dire. Parce que le web, c'est 2, 3, 25, c'est le web. Mais ce qui est important, c'est la nouvelle version de l'entreprise. Quelle est-elle? Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Un petit test.
Quand je montre cette image, ça inspire qui? Quoi? Qui connaît cette image? Qui connaît Oh and Sniff? 1. Myriam, tu as gagné. Alors, c'était le teaser. On expliquera ça à la fin. Alors, je vais essayer de vous parler surtout de cas, parce que c'est ça qui est important. Et de se dire que quelque part, la logique sociale, l'entreprise sociale, le business social, et je vais illustrer ça à chaque fois par quelques mots, quelques réflexions issues de mes lectures et aussi de mes expériences dans des cas. Très clairement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et l'expérience du Japon nous le montre bien. La catastrophe du Japon, dans laquelle, quelque part, si on la compare à la catastrophe en Haïti, quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe? C'est finalement un dispositif de résilience collective par rapport à une situation qui est meilleure dans un cas que dans l'autre. Ben, on doit bien se dire aujourd'hui, nous sommes dans une période de catastrophe. On ne va pas se tourner autour du pot. Nous ne savons pas ce qui va nous tomber sur la tête. Et je vais essayer vous montrer que c'est juste, et que l'enjeu, effectivement, c'est de travailler sur nos logiques de résilience. Le monde industriel, il s'est construit finalement de façon assez simple. Il s'est d'abord construit sur les processus. Et l'exagération des processus a amené à finalement optimiser, parce qu'il fallait à un moment donné mesurer. Donc on est rentré dans la logique de résultat, la culture du résultat. Et cette culture du résultat, dans son paroxysme, nous amène à une culture de la financiarisation. Fin du bal. L'enjeu, c'est de passer maintenant à une réflexion nouvelle qui est de la culture du devenir. Devenir au sens. De passer d'une logique du quantitatif à une logique du qualitatif. Et dans cette affaire, il me paraît tout à fait essentiel et important de se rappeler, c'est Glut, ce livre que je vous conseille de lire, qui est finalement tout à fait intéressant, Mastering Information Through the Ages, c'est que l'histoire du monde s'est toujours transformée quand il y a eu finalement une caractéristique très forte dans l'articulation entre l'humanité et le rapport à l'information. Le monde s'est transformé en quelques millénaires avec l'invention de l'écriture, en quelques centaines d'années avec l'invention du livre, en 30 ans avec l'invention de l'Internet, et on n'est qu'au milieu du gué. Et dans cette affaire, c'est ça qui pèse sur nous. C'est pour ça qu'on parle de social, parce qu'il y a des gens, quoi. Ben oui, il y a des gens. Et il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Et donc, on doit bien se penser que, quelque part, l'enjeu, c'est la résilience. L'enjeu, c'est d'avancer, finalement, vers la capacité de l'anticipation, la capacité à, je dirais, avoir du plaisir, du sens, d'inventer des logiques qualitatives, de réinventer finalement les modèles de création de valeur, de création de richesse et de partage des richesses. Et dans ce cadre-là, le modèle d'entreprise, il est en train de péter, au sens classique du terme. Donc, on va essayer de l'expliquer comment. Alors, je vais raconter un cas. Vous connaissez tous ce bouquin, je vais illustrer par un cas. Ça s'est passé cette semaine. Un grand leader de la pharmacie avec lesquels nous travaillons sur la mise en place du réseau social de l'ensemble des general managers au niveau international du groupe, et sur lequel se nourrit. Et je dis, quelque part, faisons du changement un mode de vie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai gentiment tué le mot conduite du changement. Grosso modo, c'est la confiance qui compte, et Employees First, Customer Second. Ce best-seller que tout le monde a lu. Et mon correspondant dans cette entreprise me dit, mais Richard, c'est pas possible, notre livre de bord, c'est Customer First. Je ne peux pas diffuser ça à mes managers. Paradoxe, schizophrénie, elle est permanente. Nous vivons un moment de crevasse schizophrénique qui souffle sous nos pieds, mais néanmoins. Et c'est ça où je viens vers notre ami Cyril, qui a beaucoup mélangé le côté externe, réseau social, réseau interne, qui a parlé de quelques pourcentages, 0,2%.
On ne peut pas, aujourd'hui, rentrer dans cette logique où les marchés sont des conversations. Le Clutren Manifesto nous l'a dit il y a 10 ans. Eh bien, si les marchés sont des conversations, il est clair que si je veux faire encore une fois, de ma marque, des employés un ambassadeur, j'ai intérêt d'abord à m'occuper de l'intérieur. Je n'ai pas intérêt à m'occuper de l'extérieur, je le ferai après. Parce que si je fais trop vers l'extérieur, et j'ai 1000 cas d'entreprises à vous citer, eh bien ça ne marche pas. Et Sony, qui est exemplaire dans cette affaire, Sony a développé tout un programme tout à fait extraordinaire de réseau social, d'abord à vocation interne, dans une perspective de transformer chaque personne en ambassadeur. Quand on accompagne depuis 2 ans Renault sur le programme Renault 2.0. Avant l'été, comme on le fait souvent avec nos entreprises, on a passé un grand moment, on a fait une réunion, un workshop avec tout l'Operation Committee de Renault. Il n'y avait pas Carlos Ghosn, mais bon, tous les autres étaient là. Et d'un seul coup, les gens commençaient à comprendre. Les gens parlent, mais il faut incarner les choses, il faut mettre les choses, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que j'ai une page Facebook de fans que ça va marcher. Si à l'intérieur de mon entreprise, je n'ai pas walk the talk, si je n'incarne pas, si je ne suis pas dans des logiques d'incarnation. Donc l'entreprise sociale, c'est d'abord une logique de crédibilité individuelle et personnelle qui passe par des postures d'incarnation, de vérité, de transparence, de confiance. On dit toujours, la confiance, c'est la bande passante de la connaissance, parce que quelque part, qu'est-ce que c'est le travail ? Qu'est-ce que c'est que l'activité humaine aujourd'hui ? Si on regarde la France, on va d'abord rester sur la France, on parlera des multinationales après, mais on peut parler des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, à la louche, c'est l'étude McKinsey il n'y a pas longtemps, 50 à 55% des gens qui travaillent sont dans des métiers dits des métiers tacites, c'est-à-dire dans des personnes qui ont à traiter, finalement, de prendre en compte de l'information, de la mettre en contexte pour résoudre des problèmes, parce que c'est ça la connaissance. La connaissance, c'est prendre l'information, je résous des problèmes, parce que je l'ai mise en contexte. Et cette capacité à traiter de la connaissance, c'est aussi traiter la connaissance, parce que la connaissance, le français nous aide bien, la connaissance, c'est l'autre. Donc je vais traiter de la connaissance. Et dans cette affaire, la majorité finalement de l'activité humaine est liée au fait que chacun doit être autonome pour traiter ses problèmes, pour aller vite. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, dans un monde qui va très vite, j'ai parlé des 30 ans, eh bien, qu'est-ce qui est important de penser ? C'est qu'on est dans un monde d'exception permanente. Un monde d'exception permanente. Et si j'ai de l'exception permanente, je dois faire en sorte de m'appuyer sur la capacité des uns et des autres à pouvoir traiter ces exceptions. Ce qui, dans la logique, et on y vient tout à l'heure, des ERP, est effectivement quelque chose d'une anomalie de première grandeur. Si on regarde aussi un cas auquel on peut penser, ça c'est la référence à Cherky, je vous conseille de lire ce bouquin aussi, The Power of Organization, The Power of Organizing Without Organization. Je prends une entreprise soumise à un cataclysme sur le plan de son organisation parce qu'il y a un basculement sur l'offre et sur le marché. C'est l'édition. Cette entreprise se pose naturellement la question de dire comment je vais confronter, comment je vais construire mon plan à long terme, comment je vais faire en sorte que mon collectif va se mobiliser, comment quelque part je vais faire en sorte que l'entreprise devienne réellement cette communauté de destin, cette communauté de dessein qui va pouvoir s'adapter à mon environnement qui bouge à toute allure. Bien pour ça, elle va s'appuyer sur des dispositifs technologiques d'émergence pour l'ensemble des près de 800 salariés construisent ensemble le plan à moyen terme de l'entreprise. Parce que c'est ça, c'est d'organiser des dispositifs de mobilisation, de sortir finalement des logiques dans lesquelles on a des gens qui pensent à la place des autres. Le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus penser à la place des autres. C'est une espèce d'économie de l'adaptation permanente. C'est une économie finalement dans laquelle
on est dans une logique où le contrôle-commande est en train de basculer vers des logiques nouvelles à inventer et qui sont en train de se passer. En même temps, il y a le tsunami informationnel qui nous avalanche dessus et le chaos permanent. Je vous conseille de lire le bouquin de Dioc sur le chaotic age. On est là, vous le savez. Et si on regarde les dirigeants, si on regarde les salariés, si on regarde, c'est stressant tout ça. C'est paniquant même. C'est inquiétant. Alors, on reste, la vieille logique du seigneur du château. Après moi, le déluge. Je reste, je résiste, je fais en sorte que, etc., etc. Pourquoi changer? Parce que les choses se passeront bien après moi. Les gens oublient que ça va très vite. Chaque seconde, l'horloge tourne. Et dans cette affaire, encore une fois, il y a un problème de résistance, d'aptitude, de résilience à créer très vite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et que dans cette affaire, il y a des responsabilités sociales, des responsabilités économiques. Je parle business, là, sur lesquelles on est en train d'avancer de façon nouvelle. Et puis, quelque part, dans ce marasme terrible, les entreprises ne savent plus ce qu'elles font. C'est pas moi qui le dis, vous l'avez lu, Lost in Management, qui vient de sortir, tout à fait intéressant. Donc, dans cette affaire, elles ne savent plus, elles sont perdues, elles ne comprennent pas complètement parce qu'elles avaient des systèmes de management basés sur la logique de processus structurés, contrôle-commande, je dirais le dispositif habituel, hérité du monde industriel, de la manufacture, et on est en train de passer à la servofacture. Aïe! Et dans cette affaire, eh bien, la seule façon d'avancer, parce qu'on a une situation complexe, parce qu'on a une situation exigeante, difficile, eh bien, c'est d'inventer collectivement l'avenir. Et mon ami Hubert Saintonge, eh bien, il l'a très bien exprimé. La seule façon, c'est de faire ça. Et c'est ça le réseau social. C'est un dispositif qui permet collectivement de construire l'avenir, de s'embarquer dans cette aventure individuelle et collective pour créer de la richesse, inventer de nouveaux modèles de richesse, de nouveaux systèmes de partage dans lesquels on sait qu'on passe d'une économie de la propriété à une économie de l'usage, dans lequel il y a tout un ensemble de choses qui se passent. Et puis, là-dessus, il y a les technologies qui viennent. Nayoun nous a dit, en montrant la première boîte, c'était il y a 10 ans, mais j'aurais bien aimé qu'elle nous montre, finalement, la courbe d'évolution des releases de SharePoint avec l'ensemble des releases, et on aurait vu une accélération considérable. On n'est qu'à la fin, les technologies, on n'a rien vu. Et ces technologies deviennent, comme dit mon ami Bernard Stiegler, des technologies de l'esprit, des technologies de la relation, des technologies culturelles. C'est ça le réseau social. Et ces technologies culturelles permettent finalement d'avancer ce qui est aujourd'hui la clé de la création de valeur, non plus le produit, mais le service, l'innovation de service. On transforme tout produit devient service. Et d'ailleurs, si on regarde les stratégies Blue Ocean ou des autres et des autres, on passe par le gratuit. Je donne et je vends le service. Vieille théorie de Free Anderson, qui n'a pas longtemps, c'est son bouquin, il a 2 ans et demi. Je donne parce que ce qui est copiable, il faut mieux le donner. Par contre, je vais vendre ce qu'on appelle des valeurs génératives. Ce qui est pas copiable, c'est-à-dire l'immédiateté, la confiance, etc., etc. Et ça, c'est porté par qui? Par des gens. Par des gens qui sont autonomes. Alors, dans cette affaire, si on regarde bien, les liaisons numériques, je vous conseille aussi, ça vient de sortir, de Casilli, sur la sociabilité numérique, qui est tout à fait intéressant. Et on montre bien qu'aujourd'hui, eh bien, les technologies numériques, d'abord, elles réhabilitent les liens faibles pour décider. Parce que les réseaux sociaux, l'air de rien, c'est de l'homophilie. Qui se ressemble, s'assemble. Or, l'innovation, ça sort d'où? De la différence, de la diversité. Le monde se transforme aux frontières. À Next Modernity, notre ambition, c'est de se dire, nous allons être aux frontières. Parce que c'est le métissage, l'hybridité, les frontières, c'est là que le monde change. Et c'est là où on met toute notre ingénierie, notre expertise et notre savoir-faire. Et dans cette affaire, il nous paraît tout à fait décisif de comprendre comment nous sommes en mesure, finalement, d'habiter le monde de façon différente et de créer de la richesse de façon différente et d'aider dans une transition douce. C'est fini le grand soir, c'est les séries de petits matins, comme je le dis toujours, pour aller, finalement, vers ces nouveaux modèles qui sont à inventer. Et on n'a pas tant de temps que ça pour le faire. Alors, ERP, c'est ce qui a construit...
l'ERP, c'est le dernier avatar de l'ère industrielle. Parce que quelque part, l'ERP, l'information est dans le système. Le réseau social, l'information, elle est dehors du système. Elle est chez les gens. Et la technologie, dans le réseau social, ce n'est que le ballon qui permet au collectif de jouer. Elle est donc par nature interchangeable, évolutive, Myriam l'a dit tout à l'heure, changeante, adaptable, etc. Et dans cette affaire, on voit bien que cette incarnation, cette nécessité finalement de sortir du modèle de l'ERP dans lequel le supply chain du matériel, ce n'est pas le supply chain de l'immatériel. Je dois être en mesure, encore une fois, de faire du sens collectif. Et quand je prends l'image du ballon, c'est simplement, effectivement, on joue. Ce qui organise l'équilibre social de samedi matin, quand il y aura des millions de téléspectateurs pour regarder le match de rugby, j'en ferai partie, et dans le stade à Auckland, c'est parce qu'il y a des règles, mais surtout parce qu'il y a un ballon. S'il n'y a pas de ballon, rien ne se passe. La technologie, ce n'est que le ballon. Il est interchangeable, mais il est là. Et il y a des règles. C'est ça, la logique de l'efficacité, finalement, collective, et ce qui permet finalement d'avancer de façon permanente vers cette réflexion. Alors, avec Yves Cazot, un de mes amis qui est le DGA de Bouygues Télécom, qui a aussi un très bel exemple de réseau social. Il y en a 2, 3, on en a vu un tout à l'heure. Je pense que ce qui se passe chez Danone est intéressant. Si on se passe, je dirais, chez Bouygues Télécom, c'est aussi intéressant. Ce qui se passe chez Renault, c'est intéressant. Il n'y en a pas tant que ça. Et on a le doigt dedans dans tous, donc on a du bol. Il a publié un bouquin avant l'été qui m'a demandé gentiment de préfacer sur la question de processus. Et je crois fondamentalement que c'est ça la question. C'est que comment on va essayer d'évoluer pour passer finalement en mode de pensée, non plus sur une réflexion dans laquelle on va, faire des plans stratégiques, mais pouvoir exploiter son potentiel de situation. Or, le réseau social, c'est une infrastructure d'exploitation du potentiel de situation. C'est un dispositif, finalement, qui permet au collectif de s'adapter dans ce monde complexe. Je rappelle qu'on est habitué dans notre mentalité à penser compliqué. Le complexe, ça se maîtrise, ça se dompte, mais ça ne se démonte pas. Et donc, la question de l'adaptation est tout à fait essentielle. Et le comment, c'est ça, le comment je vais m'adapter. Eh bien, dans cette affaire, on va s'organiser sur de la coopération et moins de coordination. En plus, ça coûte moins cher, la coopération. Donc, je nous encourage, encore une fois, à penser que dans cette affaire, on est à un moment particulier, et j'aime bien citer mon ami Steve Boyd, qui a écrit The Rise of Networks, The End of Process. Habituellement, encore une fois, l'individu, et encore le cas et ça a été confirmé tout à l'heure, et c'est comme dans toutes les grandes entreprises, les individus sont là pour faire en sorte qu'ils exécutent un certain nombre de choses dans un cadre défini. Mais ceci se fait souvent au détriment, finalement, du lien. Or, le lien, c'est ce qui va permettre finalement d'optimiser surtout la relation avec son écosystème. Et je crois que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on essaye de faire des choses dans lesquelles on doit faire le grand écart et à un moment donné, ça fait mal, donc on revient à ses vieilles habitudes. Eh bien non, il faut faire le pas de côté. Et les entreprises qui ont compris qu'elles étaient à risque et qu'il fallait qu'elles bougent, eh bien elles se bougent. Et j'en connais un certain nombre qui ont pris cette décision, mais ce n'est pas si facile que ça. Parce que c'est une transformation, c'est une évolution. Mais c'est incarné, c'est les gens qui portent ça. Il faut de l'adhésion. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, l'enjeu, c'est comment mettre de la conversation dans les processus. Et ça, par une entreprise comme Lockheed Martin qui a lancé... Lockheed Martin, c'est quand même... c'est du dur, c'est pas... C'est de l'aviation, c'est du machin, Avec leur programme Unity, ils y sont arrivés, ils y arrivent. J'étais l'autre jour avec quelqu'un qui a dans l'idée de lancer
un grand projet de réseau social qui est dans le domaine, finalement, on appelle ça le complexe militaro-industriel, c'est ça? Et qui me disait, mais c'est très difficile d'aller dans ces directions-là, parce qu'on a des habitudes de project management, de construction, de modèles de décision, et puis ça vient basculer tout. Il faut faire un choix, hein. Faut y aller doucement, mais start small, think big, move fast. Hein? C'est ça qui compte. Et donc c'est comme ça qu'on va avancer de façon assez simple. Alors, peut-on imaginer des process qui tirent profit du chaos? Je n'ai pas la réponse. Mais je pense que c'est un de nos défis, parce qu'aujourd'hui, on essaye finalement, on a des processus, puis on a le réseau social, puis on se dit, bon, c'est plutôt ça, c'est comme ça, il y a les règles. Alors, on arrive même dans une société comme notre ami nous disait, bon ben voilà, il y a l'endroit où il y a le processus, puis il y a l'endroit où il n'y a pas les processus, quoi, hein. Alors, puis on va bien un jour se poser la question, comment on va rapprocher tout ça, mais comment on fait? Alors, c'est du tissage, on va inventer des trucs, hein. Je pense que les ingénieurs anglais ont inventé l'ère industrielle, et probablement la culture européenne va inventer aussi, parce qu'il y a une logique de social, le mot social est là, de respect, de diversité, d'attention, de complexe, de concept aussi, d'attention à l'autre. On va pouvoir trouver des réponses à ça. Et la réponse, c'est de croire, d'être convaincu et de voir que la création de valeur, elle va passer finalement vers cette économie de la création en cours d'émergence. Parce que c'est ça, finalement. Or, la création, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on crée, eh bien, on évite d'être dominateur. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, la création, finalement, c'est une école d'humilité. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de l'écoute, c'est du dialogue, c'est de la conversation, c'est de l'attention. Donc, tout ça se tient bien, je trouve, c'est-à-dire que cet espace de liberté nous permet d'avancer vers ce qui est la posture et la réponse, finalement, à donner dans une logique industrielle et dans une logique managériale. C'est de faire en sorte que chacun devienne un entrepreneur de la connaissance, c'est-à-dire cette personne qui va pouvoir vite et bien résoudre des problèmes. Un cueilleur de compétences, parce qu'on ne sait plus rien, et un cultivateur de confiance, parce que c'est la bande passante. Et ça, le réseau social, c'est l'infrastructure qui nous permet de le faire. Mais pourquoi? Pour être un bricoleur aussi. Le bricoleur, c'est quoi? C'est faire avec les moyens du bord. Vous savez que le mot bricolage, vous savez d'où il vient? C'est Lévi-Strauss qui l'a inventé, c'est un mot international. Il l'a inventé, hein, c'est dans La pensée sauvage, où il fait émerger ce mot-là comme étant un dispositif créé par les uns dans les tribus pour que, finalement, avec les moyens du bord, les gens puissent répondre, finalement, à cette logique-là. Le mot tribu a été soulevé tout à l'heure par toi, je crois. Hein, ben on y revient. Je crois que la notion de bricolage, moyen du bord, adaptation, notamment, parce qu'on a parlé de désir, l'économie libidinale, chère à Stigler, mais aussi l'économie du peu, chère au, ce qui est, nous, finalement, un des éléments tout à fait décisifs dans ces moments où on part. Il y a un moment quand même tout à fait fort, je dirais, on est embarqué ensemble dans un moment très particulier de l'histoire. Hein, je dis toujours, on décolle dans une fusée, il y a 4 étages. Le premier étage, c'est la convergence, accélération des technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, je peux dire les nanotechnologies à Grenoble, je vois ce qui se passe, les biotechnologies, si on voit les hackers bio, les technologies de l'information, les technologies cognitives. Ça converge, accélère, ça va très vite. Premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, l'économie 2.0, la transformation des modèles économiques, l'avancée entre biens communs et biens privés, les logiques qui se passent sur, finalement, l'économie du peu, etc., etc. Passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Ben oui, encore une fois, ça ne sert à rien d'acheter une voiture. Ce qui est important, c'est la mobilité. J'achète de la mobilité. Et acheter de la mobilité quand vous êtes constructeur automobile, ce n'est pas la même chose. Troisième étage, choc démographique et géopolitique. Démographique, 7 milliards, 9 milliards, les migrants climatiques, etc., etc.
choc géopolitique, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé de cet été, et ça va croître en bélir. Et quatrième étage, le développement durable. Parce que ce n'est pas de la littérature, c'est l'horizon des 5 ans. Donc ça nous conduit, ou collectivement, on a intérêt à se faire de la socialisation et du réseau social pour avoir de la résilience dans nos modèles économiques pour créer de la richesse. Et c'est vrai qu'on a besoin de ballons astucieux. Et j'encourage. Et les ADN des ballons doivent être des ADN collaboratifs. Parce qu'un de nos défis aujourd'hui, c'est finalement d'articuler de façon astucieuse ce qui est de la donnée avec des gens. Alors il y a des solutions qui ont un ADN plutôt documentaire, puis il y a des solutions qui ont un ADN plutôt social. Et il faut faire de la thérapie génique, vous les éditeurs, vous Microsoft, pour que quelque part tout ça se mette bien ensemble. Et nous, on voit à Next Modernity, on est indépendant des éditeurs, on voit ce qui se passe. Ça va venir, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais il y a plus de boulot encore pour le management. Parce que le management, dans notre culture française, c'est un titre. C'est notre vieille culture. Il y a cette étude qui est actualisée tous les ans, qui montre que le peuple français, parmi les peuples européens, est celui qui est à la fois individuel et hiérarchique. C'est-à-dire, on est les deux. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Dans des pays, c'est l'un, dans des pays, c'est l'autre. Mais nous, on a les deux. Ce qui pose, et puis il y a le mythe, encore une fois, d'Arcole, derrière moi. Non, le point, c'est que le manager, ce n'est pas un titre maintenant. C'est quelque part, je suis à un moment manager, puis à un moment donné, je suis chercheur, puis à un moment donné, je suis professeur, puis à un moment donné, je suis exécutant, puis à un moment, voilà. Parce que dans la nature du projet dans lequel je suis embarqué, eh bien, j'ai une posture différente. Et j'aime bien le bouquin de Gary Hamel, dont le titre, la version française, s'appelle, la version anglaise, c'est The Future of Management, et qui a été traduit en français par La fin du management. C'est intéressant, le glissement sémantique, du traducteur. Donc, ça, c'est un vrai point sur lequel il est clair qu'aujourd'hui, les capacités et la nécessité de faire les choses, eh bien, c'est des choses qui sont de moins en moins manageables. Donc, il faut réfléchir à ça et quitter cette notion de management au sens classique du terme. Rules, règle numéro 1. Les gens sont capables de se gérer eux-mêmes si on les laisse faire. C'est ça, l'évolution. C'est ça qui est en train de se passer dans un certain nombre d'entreprises. J'étais l'autre jour avec mon ami Michel Hervé, qui dirige une entreprise de 2000 personnes, qui a écrit un très bon bouquin, je vous conseille, La pyramide de réseau. Il en sera un dans le mois prochain, qui s'appelle Au-delà du pouvoir. Et il a une entreprise très performante. Dans une affaire où finalement il y a quasiment plus de chefs. C'est le retour au néo-artisanat en quelque sorte. Les salaires sont transparents, l'autonomie est grande. C'est le retour au néo-artisanat d'une certaine façon. Parce qu'avant, le leadership, c'était la capacité qu'avait quelqu'un à être suivi par les autres. Maintenant, non, le leadership, c'est celui qui est capable de faire en sorte que les autres ont envie de se connecter de façon volontaire. Sacré changement. C'est ce qu'on appelle le servant leadership. Le leader au service d'eux. Ça, c'est pas bien français. J'ai notre culture et notre éducation où on sort de nos écoles en nous apprenant qu'on est meilleur que les copains, qu'on nous a interdit de copier à l'école, etc., etc. On n'est pas formaté dans ce sens-là. On a intérêt à se formater, je peux vous dire. Et probablement, les réseaux sociaux vont le permettre. Et quand je vois l'expérience que l'on conduit avec une grande entreprise je peux en parler avec, je peux donner son nom, avec Auchan, qui se pose la question sur le réussir autrement. On travaille sur tout un dispositif, après avoir travaillé sur une réflexion sur un programme qui s'appelle Auchan Connect, permettant mais on travaille avec l'ensemble des dirigeants au niveau international du groupe
pour les aider à comprendre ce que ça veut dire réussir autrement. Par exemple, la consommation collaborative, pour Auchan, ça leur pose des problèmes. Travailler autrement, vivre autrement dans la ville, créer de la valeur de façon différente. Ces questions-là, c'est le monde change et vite. Donc j'ai intérêt à regarder ce qui se passe. Et ça, c'est par des logiques de mise en place de réseaux sociaux, d'interaction, d'exhibition, de transparence, d'efficacité. Alors je reviens sur mes petits, je dirais, to who moves the cheese, qui est la Bible des gens qui font du change management. Alors, à mettre, je suis très content que pas beaucoup de gens l'aient lu ici, quoi, parce que c'est archaïque, quoi. Le changement est un mode de vie maintenant. Conduire le changement. C'est Francis Blanche qui disait il faut mieux changer le pansement que penser le changement. Ça, c'est pas, encore une fois, c'est un artifice de consultant, quoi. Non, il faut réfléchir à comment on va être dans un dispositif d'émergence de dispositifs qui vont faire que la transformation va se faire de façon simple. Il y a des logiques d'adoption, il y a un certain nombre de choses. Et pour ça, si je prends aussi la validation du réseau social, ça c'est issu du blog d'un dirigeant de Renault. La puissance des réseaux sociaux nous intéresse, nous, Renault, parce qu'ils peuvent être particulièrement utiles pour améliorer drastiquement à la fois notre activité. Nous allons tout faire pour que Renault les ait très vite en main. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas avec nos amis qui bougent le fromage que ça va se faire. C'est dans des réflexions dans lesquelles on avance petit à petit avec des résultats et dans lesquelles le défi de toutes les entreprises qui ont compris que c'était un enjeu de création de valeur, de survie, d'invention, d'avoir le coup d'avance, d'être dans une logique de l'innovation, de rupture. Or, l'innovation, on a toujours une réflexion sur l'innovation de produits ou l'innovation de services. L'innovation majeure, c'est l'innovation organisationnelle. Donc l'innovation de rupture organisationnelle, ce n'est pas encore dans la mentalité de nos entreprises. Le réseau social doit les aider et c'est comme ça qu'on va avancer. Avec le ballon qui va bien. Et comme dit notre ami Fuller, c'est le grand pape de l'innovation, il faut inventer de nouveaux modèles. C'est tout ce qu'on essaye de faire. C'est tout ce qu'on doit tous être acteurs à faire, à se mobiliser, à échanger, à partager, à faire. Et je suis très content que Microsoft prenne cette initiative de nous rassembler autour de ce thème aujourd'hui. En quelque sorte, la première étape, c'est partageons. Nous sommes ce que nous partageons. Et que la question du secret, des machins, tout ça, ça c'est encore une fois, l'essentiel c'est la vitesse. Et une fois qu'on va vite, encore une fois, et si vous êtes un expert en traitement de surface, et que votre patron vous dise « ouais, mais machin, machin, machin », vous n'êtes pas un expert si votre meilleur pote, ce n'est pas celui de votre concurrent direct. Sinon, vous n'êtes pas un expert. C'est parce que comme ça, on va avancer. C'est le partage qui fait. Ce qui change, c'est le contexte. Et nos systèmes d'information ne sont pas encore des systèmes d'information dans lesquels nous sommes, nous, en tant que personnes, à l'intérieur du système. Et la force, probablement, et l'évolution des réseaux sociaux, ils vont être finalement les premières étapes de ce qu'on appelle un système d'information pragmatique. Les gens sont dedans, on partage le contexte. Nos systèmes d'information actuels sont des systèmes hérités du mode syntaxique, puis après du mode sémantique. On doit passer au mode pragmatique, mettre les gens dedans. Alors pour ça, par exemple, c'est vrai qu'à Next Humanity, on n'a plus un mail interne. Tout est transparent, tout est ouvert. Voilà, parce qu'il faut que tout le monde soit dans l'information, baigne dans le jus, avec les gens. Voilà, je vous remercie. Il y avait des questions ? Merci beaucoup Richard. Évidemment, Richard est disponible pour des questions si vous en avez dans la salle. Il y a des micros. Donc moi, je suis le ballon. Une question quelque part là-bas ?
Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question, tout simplement, vous avez terminé en disant que vous n'aviez plus d'email dans votre société. En interne, oui. En interne, voilà. Oui. Donc, quel outil utilisez-vous? Aujourd'hui, voilà. on utilise Flower, connecté directement avec un environnement Google. Et on est en train de penser à une migration vers un environnement différent. Le choix n'est pas fait. Mais qui ne sera pas la grande déception de notre ami, qui ne sera pas du Microsoft. Mais on est petit, on est une petite boîte, on est 20, on se déplace tout le temps, notre téléphone c'est notre iPad, c'est notre outil de travail, et puis il y a quelques vieux schnocks dans mon genre, puis il y a plein de petits jeunes, j'en vois quelques-uns qui sont là, qui sont de nos anciens élèves, donc c'est bien. Et voilà. La réponse, elle est là. Mais welcome, on peut vous les montrer, hein, tout ça. Nous, on est dans la transparence. Oui, Guy, qu'est-ce que tu veux me poser comme question encore? Oui, Richard, Guy Castegno, Université de Limoges, nous nous connaissons depuis bien longtemps. Tu as un pied dans l'université et tu as un pied dans l'entreprise. Et je m'amusais, te connaissant bien, en regardant tes diapos, en disant, si je change chaque fois qu'il met le mot entreprise par le mot enseignement supérieur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça reste vrai? Ou est-ce que ça devient faux? Alors, comme on risque à l'Éducation nationale de développer un barcamp sur ces thèmes-là, très bientôt, je voulais te poser la question, si on faisait cet exercice avec les propres images que tu as, en modifiant le mot entreprise par université, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait viable? Enfin, j'ai un programme dans le cadre de mon institut où je fais partie du comité de direction de GEM. Et donc GEM, il y a 5000 élèves, il y a 4 grandes écoles dedans. Et je suis chargé de réfléchir à qu'est-ce que c'est que GEM 2.0. C'est-à-dire, le point, oui, sûrement. Le point, c'est que le monde de l'enseignement, le monde de l'éducation, dans une société dans laquelle la connaissance est la reine, les professeurs, ils pensent qu'ils savent. Donc, ils sont devenus les ayatollahs, quoi. C'est pas... Dans la société de la connaissance, les enseignants sont devenus les ayatollahs. Donc ça, je pense que oui, encore plus, c'est encore plus valable pour l'enseignement supérieur. Et il y a encore plus que j'appellerais d'explications à donner. Alors, et l'explication, encore une fois, c'est par de l'illustration. Et l'illustration, ça ne va pas se faire par des benchmarks. Alors, nous, on tue le mot benchmark. Parce que le benchmark, c'est du copiage. Non, le mot, ce qu'on préfère choisir, c'est de l'inspiration. C'est aller voir l'inspiration de ce qui se passe ailleurs. Ben, si tu vas en Suède, je connais un lycée professionnel, je dirais, qui va jusqu'au BTS. Il n'y a pas de professeur dans le lycée. Voilà, ben va visiter ça. C'est inspirant, hein, je peux te dire. C'est inspirant. Voilà, c'est inspirant. On en reparle. Il y a une autre question? Je vous propose de continuer la discussion autour du buffet déjeunatoire. Ben, bon appétit et merci.